Bonsoir à toutes et à toutes. Donc Ayodele Cuessant, effectivement adjointe en charge de la santé et de la réduction des risques dans le 18e arrondissement. Donc globalement, pour faire un point sur le sujet, notamment de la prévention et de la réduction des risques au niveau de la toxicomanie, je pense que vous êtes un peu tous informés de l'existence actuelle aujourd'hui d'un plan CRAC qui recense un certain nombre d'actions. Ce plan CRAC a pour vocation effectivement de travailler à la fois sur la prévention, sur le parcours des usagers de drogue, sur tous les dispositifs aussi d'hébergement, les maraudes pédestres et autres qui existent pour aller au-devant de ces publics, pour leur distribuer à la fois du matériel pour éviter tout ce qui est les contaminations et autres maladies. Et puis, il y a aussi tout ce qui est structure de soins, comme des CARU, des XAPA, qui existent, qui permettent du coup à ces publics de venir dans ces lieux, ne serait-ce que pour voir un médecin, pour voir aussi des professionnels de santé, pour pouvoir laver leurs vêtements, et aussi des espaces de repos pour pouvoir se reposer la journée. Aujourd'hui, on n'a pas d'espace de repos qui soit ouvert la nuit, mais en tout cas, ça permet donc aux usagers de pouvoir se reposer. Et on a aussi des dispositifs qui permettent, notamment l'UASA, qui est une unité qui est donc présente dans le 10e, dans le 18e et dans le 19e, d'aller au-devant des usagers de drogue, notamment lorsque des riverains les signalent dans les halls d'immeubles ou à proximité de leur habitation. Voilà, pour faire tout un travail de médiation. Donc, il y a un certain nombre d'actions, je ne vais pas toutes vous les lister, je crois qu'il y en a de tête 36, mais l'idée du plan CRAC, c'est de travailler à la fois sur la prise en charge médicale des usagers de drogue et aussi de travailler sur la présence de ces publics dans l'espace public. Oui, moi je peux venir compléter, merci beaucoup pour ces premiers éléments, et moi je peux venir compléter sur la partie un peu historique aussi de comment on en est arrivé à cette situation et comment on a essayé des choses diverses. Revenir un peu sur le contexte, au-delà de tout ce qu'essaye de faire la ville et qu'Ayodele a très bien décrit, sur lequel on pourra revenir si besoin, mais et merci à Cécile de faire quelques traductions des acronymes qui parfois sont pas toujours faciles à maîtriser, mais le contexte, il est qu'on est sur le secteur qu'on connaît toutes et tous, pour celles et ceux qui en sont riverains ou riveraines. On est sur un secteur pour le 18e et le 19e, où en fait il y a un espèce de triangle dans le nord-est parisien qui constitue une zone d'implantation assez historique, avec des allers-retours avec la banlieue, essentiellement Saint-Denis, où on a connu dans les années, moi j'étais lycéenne dans les années 90 à Bergsen dans le 19e, le secteur de Stalingrad était un secteur dans lequel il fallait pas aller, en tout cas c'est ce qui se disait très sérieusement, et d'ailleurs j'ai jamais trop testé de mon jeune âge de l'époque. Et puis quand la mairie a changé de couleur politique, parce que ça a aussi quand même pas mal joué, en 1995, la mairie d'arrondissement a investi le lieu en essayant d'y implanter, d'y faire des lieux de vie, qui soient des lieux où les riverains puissent aussi avoir leur place dans l'espace public. Ça a déplacé une partie du sujet, on va le dire très clairement, ça ne l'a pas réglé. Ça a déplacé une partie du sujet qui s'est retrouvée en fait essentiellement autour de la gare de Saint-Denis, Saint-Denis Voyageurs, pas Stade de France, mais Saint-Denis Voyageurs, qui du coup a subi en son temps aussi une partie des nuisances liées au sujet, mais aussi une partie des parce que c'est pas que des nuisances, c'est aussi
c'est aussi plutôt aussi une preuve de l'échec d'une partie de nos propres politiques publiques, alors celle de l'État, celle des collectivités. Mais ce sujet donc été déplacé à Saint-Denis. Et puis la ville de Saint-Denis elle-même à son tour a rénové sa gare de voyageurs. Et voilà, la question qui n'a donc toujours pas été réglée, puisque aucun pouvoir public entre-temps, on parle donc d'une histoire qui dépasse les 20 ans, sont revenus sur l'espace public autour de ce triangle Stalingrad, autour du triangle Stalingrad et autour. Enfin, il y a la place de la bataille Stalingrad, il y a le jardin des Halles qui a émergé entre-temps, il y a tous les abords, il y a la partie de l'avenue de Flandre, et puis ce qu'on appelait jusqu'à la colline du Crac qui existait encore récemment. Et en fait, l'occupation de l'espace public que chacun avait pris un peu, en tout cas pour ce qui concerne le 19e, parce que c'est l'arrondissement que je connais le mieux, et à Yodélé où les camarades du 10e pourront parler plus de leur secteur. Mais du coup, le partage de l'espace public était plutôt pas trop mal vécu au début des années 2000, jusqu'au même au début des années 2000, fin des années 2000 tout court. On a vu revenir une partie des publics en addiction et liée à une addiction d'un produit particulier qui s'appelle le crack. Je pense qu'Éric Labbé en parlera beaucoup mieux que moi à la suite, mais où là, la cohabitation de l'espace public, enfin des usages divers et variés de l'espace public s'est retrouvé confronté à une réalité difficile, à la fois que les consommateurs de drogue occupaient un espace pas facile, consommaient dans l'espace public, et évidemment, lié à cette consommation, on sait qu'on peut aussi se retrouver face à des situations d'incivilité, d'agressivité, et qui font que l'espace public se retrouve un peu dévoyé par rapport à son usage originel. Donc, je dois rappeler dans ce contexte que la question de la santé publique, et j'y tiens beaucoup, relève de missions régaliennes de l'État. Je ne me défausse pas en disant ça, mais moi j'y tiens quand même beaucoup, et c'est comme pour la question des sujets dont je m'occupe plus particulièrement, qui sont ceux de la lutte contre la grande exclusion. Le fait que ça relève des missions régaliennes de l'État permet de nous assurer une forme d'égalité de traitement des citoyens sur l'entièreté du territoire, et ça évite de tomber dans des inégalités qui sont déjà en partie existantes de territoire, et l'État doit pouvoir nous garantir l'égalité de traitement sur ces missions, et notamment celle des questions de santé publique, dont pour moi ce sujet relève essentiellement. Donc, du coup, je ne reviens pas sur le plan crack qui a été présenté par Ayodele. Quelques éléments au-delà du plan crack sur les choix qui ont été faits par la ville, qui sont... il faut le dire, qui sont mêlés avec des impondérables et des impératifs liés à des exigences, à des attentes, à des demandes de riverains un peu fatigués, un peu usés de la situation, liés aussi à nous, toutes les valeurs et tout ce qu'on pense et tout ce qu'on porte sur la question du fait que les usagers de drogue sont avant tout des personnes qui relèvent de soins, et qu'il faut qu'on puisse mettre en place les dispositifs qui permettent de les accompagner dans le soin. La ville a quand même vu son budget médico-social fortement accentué, parce que pour vous donner un petit exemple, on est à 880 000 € en 2019, 1,7 million en 2020 et 2,15 millions prévus pour 2021. Donc, il y a un choix qui est fait assez fort de pouvoir non seulement augmenter son engagement d'un point de vue sanitaire, et en particulier en ayant évidemment dans le plan d'action et de mobilisation contre le crack de 2019, essayer de venir assurer la place de la ville dans la manière dont on intervient sur ces sujets, et de ne pas laisser le seul axe fortement
porté par une partie de nos interlocuteurs institutionnels, qui est celui de la répression. Donc, je ne reviens pas sur les axes du plan CRAC, l'accompagnement des usagers, la mise à l'abri, l'hébergement, l'intervention dans les espaces publics et puis aussi le suivi et les connaissances de ce public. Et je voudrais peut-être pour conclure très rapidement vous dire que d'un point de vue personnel, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles les municipalités, et en particulier la nôtre, peuvent être un peu démunies d'un point de vue de la gestion d'une partie des publics et de la gestion de la cohabitation dans l'espace public. Parce que nous ne pouvons pas faire seuls les choses. Donc, le sujet est un vrai sujet de partenariat. Alors, à la fois, évidemment, avec les associations, les riverains, celles et ceux qui se sentent concernés et qui veulent s'intéresser à ce sujet. Mais c'est aussi essentiellement un partenariat avec les pouvoirs publics de l'État que nous avons aussi à construire, à favoriser, à faire émerger du coup des choses peut-être qui n'existent pas à ce stade, probablement des choses qu'il faudrait renforcer. Là encore, sur la salle de consommation à moindre risque, on a sûrement des choses à faire plus et mieux, notamment sur notre territoire, mais même, je pense, au-delà du territoire parisien, de pouvoir nous assurer que on a des lieux qui leur permettent non seulement de ne pouvoir pas avoir à consommer sur l'espace public, mais aussi des lieux qui nous permettent de construire des liens, de construire des parcours et d'éviter des situations dramatiques, hein, comme on en connaît malheureusement bien trop régulièrement dans ce secteur. Et en particulier pour les publics concernés en premier lieu. Voilà, je ne suis pas beaucoup plus longue. Il y a plein de choses qui sont faites. Moi, je suis ravie ce n'est pas la première fois, mais je suis ravie qu'on puisse avoir l'occasion d'en discuter de manière publique, parce que c'est aussi souvent un sujet qu'on met un peu sous le tapis ou sur lequel on minaude un peu, ou en tout cas on tortille un peu, parce que c'est clairement pas un sujet avec une solution miracle et une solution magique, sinon je pense qu'elle serait déjà sortie du chapeau. C'est quelque chose qui se construit avec beaucoup de déconstruction d'idées reçues d'ailleurs et de préjugés. Voilà. Je rejoins ce que vient de dire Léa, et puis je pense aussi qu'effectivement, c'est un sujet qui occupe Paris et les villes à proximité depuis bien 30 ans, pour lequel on n'a pas trouvé de solution miracle. Et effectivement, il n'y a pas de solution miracle, c'est des solutions qu'on va réussir à construire tous ensemble autour de la table, et qu'effectivement, c'est une collaboration et aussi avec les pouvoirs publics, avec la préfecture, avec un certain nombre d'acteurs pour avancer sur ces sujets. Et je pense que la question, en tout cas, du crack dépasse la question parisienne. Et effectivement, on a des discussions à avoir avec nos voisins sur le sujet. Mais c'est pas un sujet évident. Moi, du coup, j'ai grandi du côté du 18e, mais du côté de Marcadet-Poissonnier. Donc, c'était pas tout à fait le crack. Je crois que c'était l'époque de l'héroïne, mais en tout cas, on avait déjà ces problématiques de seringues dans les halls d'immeubles. Donc, c'est vrai que c'est pas un sujet nouveau. Néanmoins, là, avec la crise sanitaire, le fait qu'on ait été confiné, le fait qu'on puisse moins circuler, la cohabitation est plus difficile aussi. Les gens sont plus exaspérés, on est en ville, on a peu d'espace vert, donc c'est vrai que si on pense au jardin des Halles, voilà, c'est assez compliqué, mais je pense qu'il faut effectivement avancer sur ces sujets-là et en discuter avec tous les acteurs autour de la table, oui. Merci le délai. Elisabeth Avril, peut-être un complément sur le rôle de l'association Gaïa dans Paris. Bonsoir à tous. Je voulais juste préciser certaines choses parce qu'on parle beaucoup de réduction des risques. En fait, c'est un modèle qui est né dans les années 70 en Hollande et qui a fait ses petits en France au moment de l'épidémie de sida. Et la base de la réduction des risques, c'était dans l'idée des Néerlandais et après des Suisses et des Allemands. C'était porté aussi beaucoup par les usagers de drogue, puisque les usagers de drogue disaient qu'ils n'étaient pas que le problème, ils étaient aussi la solution. En France, on a pris position plus pour une réduction des risques assez médicalisée, où les usagers de drogue eux-mêmes n'ont pas beaucoup de part dans
dans leur prise en charge, dans les programmes qui sont décidés pour eux. Donc déjà, pour nous, c'est quand même important de le faire remarquer parce que c'est difficile d'impliquer les gens dans ce qu'on fait pour eux quand ils sont mis de côté depuis 30 ans. Donc, et puis dans la prise en charge, c'est une prise en charge qui est médico-sociale, hein, puisque dans les... Je ne sais pas si vous m'entendez parce que ma connexion est un peu instable. Oui, on vous entend bien. Dans les personnes qu'on reçoit, il est beaucoup question de précarité sociale, économique, psychologique, et donc il y a une grosse part de problématiques sociales, hein. Et quant à la prise en charge médicale, c'est vrai que les choses ont changé en 30 ans. Donc on est passé de gens qui étaient plutôt consommateurs d'héroïne par voie intraveineuse, hein, pour faire très caricatural, parce que déjà à l'époque, il y avait des gens qui consommaient de la cocaïne, pour arriver à des polyconsommateurs qui consomment toujours plus ou moins des opiacés, mais aussi de la cocaïne sous forme basée, qui est le crack, hein. Et avec une paupérisation quand même assez importante des populations, qui va, enfin, avec son corollaire, hein, des troubles de santé mentale qui ne sont pas très bien pris en charge. Voilà, il y a quand même on va dire un panorama qui a vraiment changé en 20-25 ans. Donc, j'insiste sur la question sociale aussi qui occupe beaucoup ces prises en charge, hein, puisqu'on s'adresse à des gens, par exemple à la salle de consommation. Donc Gaïa a porté le projet et ensuite la gestion. On a ça avant Covid, on avait à peu près 60% des gens qui étaient sans domicile fixe. Donc, 40 ou 45% de gens qui n'ont pas de ressources, des gens qui n'ont pas de prise en charge, enfin, qui n'ont pas de couverture maladie. Donc, on a vraiment une très forte précarité. Et ils sont également à 95% consommateurs de crack. C'est des consommateurs d'opiacés et consommateurs de crack. Enfin, là, il y a une espèce de distinguo, puisqu'on prend toujours la question... moi, je dirais par le petit bout de la lorgnette, par l'histoire du produit. Et en fait, on voit bien que bah voilà, c'est les gens les plus précaires, les plus vulnérables, qui cumulent les vulnérabilités, qui vont avoir des polyaddictions. Et il n'y a pas les craqueurs d'un côté, parce que souvent on nous dit, vous, à la salle de consommation, vous avez des gens qui seraient... Enfin, ça, c'est souvent la police qui nous dit ça, ou des riverains, oui, les usagers sont mieux à la salle de consommation que ceux qui sont à Stalingrad. En fait, c'est souvent les mêmes, hein. C'est des polyconsommateurs, et quand ils ont fini de consommer des opiacés, ils vont consommer du crack, hein. Donc ça, c'est une consommation qu'on a vu vraiment augmenter ces 20 dernières années, pour passer de 40, 60, et maintenant, je pense que c'est quasi 80% des gens qui consomment de la cocaïne basée, plus ou moins régulièrement, avec une intensité plus ou moins importante, mais néanmoins, c'est devenu le produit le plus consommé à Paris et la petite couronne, quoi. Même si on va plus loin, il reste pas mal de consommateurs d'héroïne. Donc à Gaïa, au départ, on a un programme d'échange de seringues, ça s'appelait comme ça en 1989 avec Médecins du Monde. Donc on a travaillé vraiment au cœur de la réduction des risques, c'était d'aller voir les gens et de leur donner des seringues propres pour qu'ils n'attrapent pas le sida et l'hépatite C, et essayer de faire contact avec eux pour les amener vers le soin. C'était une passerelle. Ensuite, on a ouvert un centre de soins qu'on a appelé, à partir des années 2010, un XAPA, un centre de soins. Je rigole parce que les Français, ils aiment bien tous ces centres de soins pour les addictions. Et en 2016, on a ouvert la salle de consommation, qui est donc un outil supplémentaire, vu que depuis 89, avec Médecins du Monde puis Gaïa, on distribuait du matériel d'injection. Il nous semblait intéressant, comme beaucoup de pays européens. Il y a une centaine de salles dans le monde et pas mal dans les pays
du Nord, mais pas que, il y en a aussi en Espagne, en Grèce, de fournir un lieu pour les gens les plus vulnérables et les plus précaires qui étaient amenés à consommer dans la rue, mais sachant que les modes de consommation aussi avaient évolué ces 20 dernières années et connaissant l'histoire de nos voisins européens qui ont déjà eu cette vague de cocaïne basée, de crack, ils ont déjà fait face à cette vague, que ce soit en Suisse ou aux États-Unis aussi, au Canada. On savait qu'il fallait des places aussi d'inhalation. Donc, à la salle de consommation, on a des places d'injection et des places d'inhalation. Parce que, comme je vous disais, c'est souvent des gens qui sont polyconsommateurs. Et donc, on a voilà, des services médico-sociaux qui vont s'intéresser à la santé des personnes, notamment aux maladies transmissibles, mais pas que, et à l'addictologie et à leur santé mentale, et à aussi la question sociale qui est vraiment très, très importante, vu que c'est compliqué de prendre en charge des gens qui n'ont pas de papier, par exemple, soit parce qu'ils ont perdu leur papier, soit parce qu'ils ne sont pas régularisés sur le territoire. Enfin, on a toutes les cas de figure, et qui n'ont pas d'hébergement, et qui n'ont pas de ressources, et qui n'ont pas... Enfin, on peut décliner ça. Donc, la question sociale est vraiment très importante, quoi. Donc, voilà, on a donc ces différents services, plus notre bus de réduction des risques qui va sur certains lieux, dont la place de Stalingrad, dont le jardin des Halles et les maréchaux et les portes de la Chapelle, porte d'Aubervilliers, et des équipes de maraude à pied également. Sur Paris, il y a plusieurs autres associations qui ont également ce genre de service, comme l'association Charonne. Il y a aussi Boréal, l'association Ego Aurore. Voilà. Donc, il y a plusieurs structures qui mènent ce type de service auprès de ces populations. Merci Elisabeth. Alors, plusieurs petites questions déjà dès maintenant. Une question technique de Damien. Que veut dire le terme cocaïne basée? Précisément. La cocaïne, en fait, la cocaïne, ça vient des feuilles de coca, et c'est quand le chlorhydrate de cocaïne, c'est un acide, et c'est ce qu'on appelle la cocaïne, c'est une poudre blanche, et donc ça se sniffe et ça s'injecte, et ça ne se fume pas. Par contre, si vous remettez une base, vous la cuisinez, cette cocaïne, avec une base, soit de l'ammoniac, soit du bicarbonate, vous obtenez du crack qui se fume, qui s'injecte également. Hein. On a beaucoup d'usagers qui injectent. Ce n'est pas très connu, mais il y a une partie des gens qui l'injectent. Ce n'est pas la majorité, mais... Et donc, c'est un produit qui est en fait de la cocaïne, qui a une durée peut-être un petit peu plus courte d'action, d'effet en fait sur les personnes, plus rapide, plus fort, plus intense, mais moins longtemps. Et donc, avec une certaine quantité de cocaïne, vous pouvez faire plus de crack. C'est aussi un peu rentable au niveau financier pour les vendeurs. Et ça se fume. Merci. Alors, question, toujours pour vous plutôt. Sur les publics, y a-t-il des tranches d'âge plus importantes que d'autres dans le public qui vient à la SCMR? Est-ce que les jeunes viennent ou bien ne préfèrent-ils pas aller dans d'autres lieux? En fait, on reçoit des gens qui sont plus que des consommateurs de drogue. Ils sont malades, ils souffrent d'une addiction sévère. Et comme je vous disais, des gens très précaires. Donc, quel que soit leur âge, on va les recevoir. Mais c'est des gens, comme je vous disais, qui ont un profil très, très spécifique. Donc, la plupart, la moyenne d'âge, elle se situe autour de 37-38 ans. Donc, on a donc c'est interdit aux mineurs. On a de 18 à 60, je crois que la personne la plus âgée, elle a 74 ans.
Donc, pour cette salle de consommation, comme je vous ai dit, elle est unique sur un bassin de population qui est à peu près de 12 millions d'habitants. Donc, si vous voyez des villes comme Zurich, Francfort, Montréal, 4 millions d'habitants, 5 millions d'habitants, ils ont 5 ou 6 salles de consommation. Donc, nous, on a un bassin vraiment très important. On a une salle de consommation. Donc, quand on a réfléchi au projet, c'est vrai que le maire du 10e, où la salle est implantée, ne souhaitait pas voir arriver tous les consommateurs de drogue du nord-est parisien, voire d'au-delà. Et donc, on a limité l'entrée aux injecteurs. Donc, il faut avoir une pratique d'injection pour utiliser la salle. Et on peut aussi avoir une pratique d'inhalation, de fumée, mais il faut avoir une pratique d'injection. Donc, la première consommation que les personnes doivent faire à la salle, c'est une injection pour justement limiter l'afflux de personnes dans la salle. Néanmoins, avant le Covid, fin janvier 2020, on était ouvert de 9h30 à 20h30 et on a eu des pics à 430 passages par jour, ce qui est assez énorme. On est à peu près, la salle qui reçoit le plus de gens, c'est Vancouver. Vancouver, ils arrivent à avoir 1400 passages par jour, mais ils sont ouverts 23 heures sur 24, je crois. Donc, nous, on arrivait à avoir vraiment énormément de passages. Et tout en sachant qu'on ne reçoit que les gens qui ont pratique d'injection et d'inhalation. On ne reçoit pas les gens qui ne sont que fumeurs, par exemple. Merci pour ce retour. On fera la suite des questions ensuite. Je vais d'abord laisser la parole à Eric Labet, qui va peut-être pouvoir nous apporter des éléments sur son vécu de riverain et sur les actions menées. Bonsoir. Alors, mon vécu de riverain, on va commencer par la base un peu. Moi, j'habite le quartier de Stalingrad depuis 25 ans, depuis fin 94. J'ai d'abord vécu en face du métro aérien, la ligne 2, et puis depuis 15 ans en face du jardin des Halles. Tout à l'heure, Léa parlait un peu de l'historique. Moi, du point de vue de Stalingrad, en fait, le truc a été assez simple. Ça a été 3 vagues. C'est-à-dire qu'on a une première vague qui est la vague historique de l'arrivée du crack en métropole en 94, 95, peut-être 93 déjà, qui est la place de la Rotonde qui accueille la première scène de crack à Paris. On avait déjà du crack aux Antilles, puisque c'est arrivé assez logiquement d'Amérique latine jusqu'aux Antilles. Et 94-95, c'est la première scène en France, à Stalingrad. Elle est effectivement évacuée par le biais d'une intervention. On se réapproprie l'espace public. Effectivement, la mairie installe des forains. Les forains, c'est super parce que non seulement ça peut faire plaisir aux enfants parce qu'on va faire du manège, mais en plus, c'est assez pratique parce qu'ils ont souvent la 22 sous le comptoir. Et en termes de ménage, c'est hyper efficace. Voilà. Donc, les forains ont sans doute été beaucoup plus efficaces que 3/4 de CRS pour nettoyer la rotonde à ce moment-là. Ensuite, on a eu une deuxième vague. C'était 2001-2003. On va dire. Et contrairement à ce que tu disais, Léa, ça ne s'est pas bien passé. Hein. C'était tendu, parce que notamment la géographie de la Seine était particulièrement symbolique, puisque c'était en face d'une bibliothèque pour enfants, qui est effectivement très, très bien pour faire plaisir aux habitants du quartier. Donc la scène de crack était vraiment en face de la bibliothèque Hergé que les gens du quartier connaissent. Nouveau déplacement, parce qu'à chaque fois, évidemment, quand on parle de scène, personne ne disparaît. Hein. Une scène de crack, ça ne disparaît pas, ça se déplace. Donc c'est à nouveau déplacé. Effectivement, Saint-Denis, la Goutte d'Or, la porte de la Chapelle, la porte d'Aubervilliers, enfin, on revient, on repart. Et ça se recalme effectivement entre 2004 et je dirais relativement récemment, 2017-2018, où il n'y avait quasiment plus. Alors il y a toujours un petit peu à Stalingrad, parce que ce caractère de scène historique
fait que, en général, les usagers qui sont un peu perdus ou qui ne connaissent pas la scène locale, ou les gens qui sortent de prison, ou les gens qui viennent de l'étranger, qui passent à Paris, viennent à Stalingrad, parce que Stalingrad, c'est là où on est censé trouver du crack. Donc, il y a toujours une mini-scène, hein, on va dire une espèce de permanence, mais très peu visible, très peu visible entre 2004 et 2017-2018. Ce qui veut dire que, du point de vue du ressenti des habitants, il y a quand même eu 13 ans relativement paisibles. Et pendant ces 13 ans, il se trouve qu'il y a eu le Jardin des Halles qui est arrivé, il y a eu le 104 qui est arrivé, il y a eu l'investissement du canal, du bassin de la Villette. Tout ça n'existait pas avant. Donc, faut se rappeler qu'en 2001 ou même en 1994, le quartier de Stalingrad, comme tu le disais, Léa, c'était juste un no man's land en fait. Et donc, quand revient la scène en 2017-2018, il y a tout un tas de gens qui sont installés dans le quartier et qui ne connaissent pas la scène de crack des années très, très lointaines. Ça, plus le niveau de vie, la gentrification, le jardin des Halles, le lieu culturel phare de la municipalité qui s'installe là, on avait une espèce d'âge d'or du quartier qui se prend tout d'un coup dans la gueule, voilà, qu'il y a en fait une forte histoire avec le crack et que tout le monde l'a oublié. Donc quand reviennent des usagers d'abord par petits groupes dans le jardin des Halles, puis sur le bassin de la Villette par petits groupes, puis quand on évacue la scène de la colline, donc à la porte de la Chapelle, et là, tout d'un coup, mouvement massif, c'est-à-dire que c'est des dizaines, des centaines d'usagers qui viennent s'installer dans le quartier. Là, on passe du nouveau quartier cool de Paris à une espèce de cour des miracles permanente, très impressionnante. Je veux dire que moi, je ne le vis pas, d'un point de vue personnel, comme un lieu de violence. C'est-à-dire que la violence n'est jamais adressée à moi. Je vois des scènes de violence. J'habite en face du Jardin des Halles. Vraiment, j'ai une vue plongeante sur une scène avec plusieurs centaines d'usagers tous les jours. Je ne le vis pas d'abord comme un truc de violence, mais je le vis comme un truc extrêmement douloureux. C'est-à-dire que je vois en permanence des gens dans des états de délabrement hallucinants, parce que on a des cas psychiatriques lourds. Et ça, c'est un des vrais enjeux du plan crack à développer. C'est absolument la psychiatrie. Il faut absolument des maraudes psychiatriques. Il faut absolument qu'on puisse aller au-devant des cas, parce que c'est eux qui posent le plus de problèmes aux gens des quartiers. C'est-à-dire que se retrouver face à un gars ou une meuf qui fait n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, au milieu de la rue, c'est extrêmement traumatisant, notamment quand on a des gosses. Quand on est un grand garçon comme moi, on peut. Mais quand on se balade avec un gamin de 4 ans, c'est très compliqué à expliquer. Donc, on a aujourd'hui des situations de psychiatrie très, très lourdes. On a de la mendicité qui peut être extrêmement pénible parce qu'elle est très fréquente, mais elle peut être aussi agressive. Ça, je ne le conteste pas. On a surtout des masses de gens très impressionnantes. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des rues qui sont à 80% occupées à certaines heures par une population d'usagers de crack. Des grosses populations, hein, quand je disais des centaines, c'est vraiment des centaines, qui ne font que grossir. Et ça, je crois qu'Elisabeth l'a bien expliqué. On est face à une scène qui ne fait que grossir. Elle ne fait que grossir depuis 25 ans. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la politique publique n'a pu faire baisser. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans. Enfin, je sais pas, on parlait de vagues tout à l'heure. Là, on n'est pas face au Covid. On monte, on descend, on gère. Non, on est face à une vague montante depuis 25 ans. La cocaïne est de plus en plus accessible, elle est de plus en plus pure, elle est de moins en moins chère, on a des situations sociales qui sont de pire en pire, on a une précarité qui va croissant, on a des problèmes d'hébergement, on a des problèmes de payer. Il n'y a rien qui est venu freiner l'expansion de cette scène de crack. Donc cette scène de crack, elle va continuer. Enfin, je veux dire, on va continuer, elle va continuer d'augmenter, elle va continuer de grossir.
Et par ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, il y a très très peu de chances qu'elle sorte du territoire dans lequel elle s'est inscrite, parce que le territoire dans lequel elle s'est inscrite, c'est le territoire dans lequel s'inscrivent toutes les scènes dans les métropoles au monde. C'est-à-dire celui qui est du côté des grands axes de communication, donc la gare du Nord, la gare de l'Est, le périphérique, les lignes de métro qui vont vers les quartiers populaires, la ligne 13, la ligne 12, la ligne 7, et les quartiers populaires. Donc on a vraiment l'archétype du quartier qui accueille les scènes de crack. Le triangle, la Goutte d'Or, Jaurès, on va dire, et le périphérique au nord, et qui déborde un peu sur la Seine-Saint-Denis, sur les villes de Saint-Denis et de Merveille. Donc, la Seine va continuer de croître. 2, elle ne va pas s'échapper miraculeusement de ces quartiers-là, parce qu'elle n'a aucune raison d'aller dans le 16e arrondissement, aucune. Donc, il y a un moment où, ce que je dis depuis moi, donc pour m'intéresser à ces sujets-là depuis à peu près 17 ou 18 ans, enfin, on ne peut pas attendre de miracle. C'est-à-dire que pour l'instant, on a vachement joué sur les déplacements. C'est-à-dire que les gens d'un quartier, comme ceux de Stalingrad, comme moi, moi en 2004, j'étais très content que les usagers, je n'ai pas crié victoire parce que je savais qu'ils n'avaient pas disparu, qu'ils étaient dans le quartier d'à côté. Mais ça fait quand même du bien d'alléger son vécu quotidien avec des déplacements. Mais tout ça ne sont que des déplacements. Donc, si on veut vraiment agir, il y a un moment où il va falloir complètement changer d'échelle d'intervention de la puissance publique. On est aujourd'hui sur, allez, on augmente un peu ça, le plan CRAC, c'est un budget, je crois, de fonctionnement de 3 millions d'euros par an. Il y a des gens pour qui ça peut paraître beaucoup. Pour moi, on ne résout pas un problème sur lequel on n'a aucune prise depuis 25 ans, sinon quelques outils nouveaux comme la salle de consommation, mais qui n'agissent pas globalement sur la puissance du problème. C'est un problème qui touche des milliers d'usagers. On parle de, je ne sais pas, les dernières études parlaient de 13 000 usagers qui passent par les structures à Paris. On parle aussi de dizaines ou de centaines de milliers d'habitants concernés. Parce que prenons ces bassins de population. Stalingrad, c'est un quartier qui est extrêmement dense, un des quartiers les plus denses de Paris. La Goutte d'Or, c'est pareil. On est dans des quartiers qui sont d'une très très grande densité et ça fait 25 ans. Donc ça veut dire qu'il y a des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui subissent un problème lourd. On ne peut pas avancer avec des petits pas et des petits... Enfin, il y a un moment, il faut vraiment faire quelque chose, il faut vraiment avancer. Donc, moi, je le dis et je le redis, aujourd'hui, ce n'est pas avec une salle de consommation qui peut accueillir aujourd'hui... Alors, c'est les normes Covid, hein, donc c'est moins que d'habitude. Mais aujourd'hui, il y a 6 postes de consommation à la salle et il y a 12 millions d'habitants. Ça fait un poste d'injection pour 2 millions d'habitants dans la région de France. On en a 8, Eric, maintenant. J'exagère. Bon, bref, on est quand même très, très en dessous des besoins. On n'a pas assez de lieux d'accueil, on n'a pas assez de lieux de consommation, on n'a pas assez d'hébergement, même si on a eu des gros progrès sur l'hébergement récemment, notamment grâce au Covid, parce qu'on a plein d'hôtels vides qui ont offert des places et donc on a pu héberger, ce qui a vachement amélioré les choses sur beaucoup d'usagers, manifestement. Une théorie hollandaise qui dit housing first, c'est-à-dire d'abord on leur trouve un logement. Ça clairement, c'est une des voies pour arranger les choses, c'est-à-dire pour renforcer, créer de l'hébergement. Mais il faut faire des lieux d'accueil, il faut faire des lieux de repos, il faut faire des lieux d'hébergement, il faut faire des lieux de consommation. Et il faut faire des lieux en dehors de Paris, parce que ça, c'est une demande aussi très forte des usagers, c'est de pouvoir sortir. Mais ça, pour les amener à ça, c'est pas comme ça dans la rue, on va les chercher, on leur dit, tu veux venir avec moi, on va t'installer à 3, tu vas voir, ça va être super. Non, il faut passer d'abord par une salle de consommation dans laquelle on va rencontrer un intervenant. Ensuite, on va aller peut-être, grâce à cet intervenant, trouver un hébergement qui va permettre de se reposer, de retomber, de faire diminuer sa consommation. Et peut-être qu'à ce moment-là, on va aller voir un toubib ou quelqu'un du soin ou une assistante sociale qui va pouvoir lancer une démarche pour partir dans un appartement thérapeutique un peu en province. Ça, c'est des démarches qui sont longues, mais tout ça, il faut le développer. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas on fait des maraudes et on discute et on fait un comité citoyen. On continue de faire des comités citoyens, des observatoires citoyens. Je participe à celui du 19e avec plaisir parce qu'il faut augmenter absolument l'acceptabilité de l'existence de ces structures. Mais il y a un moment où si on ne crée pas de structure, on ne va pas avancer.
Je m'arrête un peu. Merci Eric. C'est très long. Pas de souci. Je vais donner la parole à Pierre-Yvain Arnaud, qui est notre élu du 18e chargé des questions sociales. Donc forcément, il va pouvoir nous donner son éclairage sur le sujet. À toi Pierre-Yvain. Merci beaucoup. Moi, ça va être très court. Un grand plaisir de vous retrouver ce soir pour cette question qui est importante. Alors moi, sinon, je travaille avec Ayodele sur le 18e et on travaille ensemble sur les questions. Alors moi, sur le volet justement hébergement, ça a été dit beaucoup ce soir. Même si, alors, effectivement, monsieur souligne a raison que une meilleure situation d'hébergement, elle est conjoncturelle. Donc, effectivement, on sait très bien les limites qu'elle va avoir aussi pour la suite. Donc, on reste très prudent là-dessus. On ne va pas avoir d'enthousiasme particulièrement, même si on est content qu'il y ait enfin des mises à l'abri qui aient été faites. On sait très bien que ça ne va pas régler le problème sur la suite. Madame Léa Filoche, qui est là ce soir, le connaît plus que moi encore et voit très bien, effectivement, que la suite qui va nous arriver après n'est pas simple, va pas être simple à gérer. Donc, l'hébergement n'est pour l'instant continue à être une préoccupation. Il en est pareil, il continue à être une grosse préoccupation, notamment pour les personnes qui sont en addiction. Et puis, on va avoir aussi la question, plus globalement, effectivement, de l'espace public. Le travail qui est mené par l'UASA est un travail qui est, les maraudes qui sont faites, notamment vers le Jardin des Halles. C'est un des éléments de notre politique, mais effectivement, qui reste, on le sait très clairement, sous-dimensionné par rapport au problème. C'est ça que le plan CRAC, de toute façon, est retravaillé régulièrement et continue à être retravaillé. Et puis, on va en parler aussi ce soir, il y a aussi la volonté de la part de la mairie, de la part d'autres arrondissements, de travailler aussi à sortir d'un seul lieu de dispositif à l'échelle francilienne, mais de travailler à des dispositifs qui soient élargis à Paris, mais aussi pas que Paris, justement. Il y a aussi la question de la banlieue, de la métropole qui se pose, et pas toujours les mêmes arrondissements aussi, parce que très clairement, effectivement, toujours les mêmes villes. Il y a aussi la volonté, effectivement, de ne pas... on l'a vu pour la campagne municipale, que certains arrondissements soient 19e, 18e, on ne va pas les nommer, soient toujours ceux, effectivement, qui accueillent, ou 10e particulièrement, qui accueillent ces structures-là. Donc, il y a une acceptabilité, le mot est très joli, qui est à adopter aussi à l'échelle de la région francilienne et sur laquelle on va se battre. Mais effectivement, le vrai problème qu'on a, mais vous voyez tous, c'est la question de multifactorielle. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement, ça a été très bien dit par les intervenants précédents de Gaïa et d'Aurore, c'est-à-dire qu'on a des personnes, pour moi le voir côté affaires sociales, qui sont qui sont à la rue, qui sont certes en errance, qui n'ont pas de papier pour une partie parce que ce sont des migrants. Et effectivement, pour la question psychique aussi, je sais que Ayodele travaille aussi beaucoup justement dans le 18e à ce qu'on puisse faire monter en puissance le dispositif. Mais en fait, comme vous dites, il y a pas de, faut lancer les structures et en même temps, il n'y aura pas de coup de balai magique sur le système parce qu'à chaque fois qu'on accroche une personne en addiction, il y a plein de dispositifs à mettre en route à chaque fois. C'est un arbre de compétences, va-t-on dire, à développer pour que la personne puisse sortir des addictions et pouvoir trouver un avenir aussi. Parce que je sens que nous, on a les deux problématiques, à la fois que dans l'espace public, la chose s'améliore de plus en plus et que parallèlement, les personnes aussi qui sont en addiction puissent trouver un chemin de sortie. C'est les deux, en fait, qu'il faut arriver à mener ensemble et qui sont effectivement deux défis difficiles. Merci Pierre. D'ailleurs, en lien avec tout ce que je vais faire une petite salve de questions qui viennent du chat. C'est un peu en lien avec ce que vous avez déjà dit. Donc plutôt pour justement suite à ce que tu viens de dire Pierre-Yvain, est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il y a potentiel nouveaux projets de salles de consommation en Ile-de-France? C'est une question qui est revenue sous plusieurs formes dans le chat. Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse à apporter comme ça, mais est-ce que cette question-là. Et ensuite, il y avait une question plus générale est-ce qu'il y a des processus de dialogue entre l'État, la ville de Paris, la région, les départements? Et autre question, comment se passent les relations entre la police et les associations? Donc, peut-être commencer par la salle de consommation et ensuite on part sur les questions de concertation. Ouais, moi je veux bien donner un petit éclairage, même s'il est forcément parcellaire sur la question des salles de consommation à risque. On est nombreux à penser qu'il en faut plusieurs. Je rejoins Elisabeth Avril de Gaïa sur ça, mais ça ne dépend pas que de nous. Donc voilà, on y travaille, on essaye de trouver des parades diverses et variées. Mais d'abord, je pense qu'il faut, et je rejoins sur ça Eric Labbé aussi, dépasser le cadre directement parisien. Il faut aller un peu au-delà, même si, et ça, il faut en être conscient, effectivement, une scène de crack, ça ne se décrète pas, on ne décrète pas le déplacement d'une scène de crack.
Donc, du coup, il faut installer les dispositifs d'accompagnement là où les scènes ont lieu. Donc, dans les territoires dont on parle, le 10e, le 18e, le 19e, probablement Saint-Denis, Aubervilliers. En tout cas, tout cela mérite effectivement d'avoir un maillage qui permette à la fois d'allier la question des salles de consommation à moindre risque, la question des hébergements qui peuvent être transitoires, parce qu'il y a des publics qui peuvent être aussi en transition et avoir besoin d'un accompagnement spécifique à un moment donné, mais qui doivent être forcément transitoires et qui doivent mener à la question des logements, parce que la question de la pérennité de leur accompagnement se pose aussi par la question des logements. J'ai vu que la question des hôtels était posée. Là, franchement, on fait avec les moyens qu'on a, hein. Y a des hôtels qui sont libres. Franchement, on prend tout ce qu'on a de disponible comme hôtel, tout ce qui peut fonctionner. C'est mieux que des plateaux, c'est-à-dire de les mettre dans des gymnases, où là c'est très complexe parce que les cohabitations à plusieurs sont pas toujours simples. Et on est conscient tout à fait, Pierre-Yvain, que tout ça a forcément un côté éphémère. Et que la question touristique va, on peut l'espérer quand même à un moment donné revenir. Mais les conventions qu'on monte avec les hôtels là aujourd'hui sont des conventions d'au moins 2 ans. Hein. Donc on n'est pas pressé non plus. Hein. Tout ça laisse du temps quand même à construire des parcours et des cheminements. En tout cas, moi, je le souhaite pour pouvoir permettre d'amener notamment les usagers de drogue dans des choses plus pérennes. Mais du coup, on a un tout petit peu de temps et quand on a 18, 24 mois et pour certains hôtels, même les conventionnements se font sur 3 ans, ça permet quand même de se projeter. Il faut avoir en tête que la crise, le premier confinement de l'année dernière a quand même eu un effet assez douloureux quand même sur ces publics. D'abord parce qu'il y a un paquet de dispositifs qui ont fermé, notamment on avait des vraies problématiques sur les maraudes, on a eu des problématiques graves sur la question alimentaire, je ne vous parle pas du côté psy, bref, donc il y a plein de choses qui ont fermé, donc on a réouvert, on a été très rapide pour fermer, mais alors pour ouvrir ça a été compliqué, difficile, douloureux, et c'est clair que les publics à la rue en général, et en particulier les publics relevant de la toxicomanie au sens assez large du terme, ont été particulièrement impactés par les effets directs du confinement du printemps dernier. On a pris les leçons, donc là aujourd'hui on ne ferme plus les dispositifs. On ne met plus fin aux maraudes. Bon, voilà, on a compris la leçon, on ne le refera pas. Mais c'est vrai que du coup, on a aussi beaucoup de mal à rattraper le contexte du confinement de l'année dernière. Je dois aussi quand même clarifier que sur la question psy, franchement, on fait tout ce qu'on peut là aussi, mais l'État, bon, j'aimerais bien qu'il y en ait un en face de nous pour venir nous en parler un peu, mais je ne vous cache pas que le schéma d'organisation de la filière psy à Paris, en Île-de-France, est scandaleux. Enfin, je veux dire, ils ont tout fermé. Ils ont profité de plusieurs moments de fusion entre différents établissements psy sur le territoire parisien pour supprimer en Île-de-France 800 lits de psychiatrie. 800 lits en moins de 2 ans. Donc forcément, on se retrouve avec des gens qui mériteraient bien plus et bien mieux que d'être à la rue, c'est d'être dans le psy, et on se retrouve avec des gens qui n'étaient pas forcément usagers de drogue, mais étant dans l'errance permanente, dans le rejet permanent de tous les dispositifs, sont devenus consommateurs. Et c'est aussi ça qui s'est passé. Et puis pour terminer, parce que je suis désolée, je suis un peu longue, sur la question du lien qui est fait entre ou la conjonction qui est faite entre la toxicomanie et les migrants, honnêtement, on ne l'a pas beaucoup constaté. Un petit peu, c'est vrai, à la marge, mais c'est pas tant ça le sujet. Le sujet est la question du rejet des publics, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les publics ne sont pas traités, ne sont pas gérés, ne sont pas accompagnés, qu'ils relèvent de la psychiatrie, qu'ils relèvent de difficultés d'avoir des papiers ou d'être en règle sur le territoire, qu'ils relèvent de la minorité ou qu'ils relèvent du Pékin moyen comme vous et moi, l'accès facilité et la dégringolade que ça entraîne, du coup, emmène à une forme peut emmener à cette consommation. Donc, il faut faire attention. Voilà, les publics sont très mélangés. Après, on a un dispositif
particulier qui est lié, que je connais un peu moins bien, et je suis désolée, je ne serai pas très précise, qui est lié au public mineur dans les... du côté dans le 18e, c'est peut-être toi, Ayodele, qui en parlerait mieux que moi, ce qu'on appelle les mineurs marocains, où voilà, on a une vraie difficulté, un truc un peu particulier, mais là c'est pas des crackers, on est sur des publics qui sniffent de la colle, quoi. Hein. On n'est même pas Bon, bref, Eric en parlerait mieux que moi, j'y connais rien, moi. Donc, je dis probablement des choses qu'il faudrait nuancer, mais ouais, mineurs non accompagnés, c'est surtout voilà, on est sur des publics qui se retrouvent là pour des raisons dont on a du mal à éclairer les choses. On y a mis beaucoup de volonté et de dispositifs divers, et pour l'instant, ça n'a pas donné grand-chose. Mais peut-être Ayodele pourrait être plus clair que moi sur ces sujets. Pardon, j'ai été longue. Oui, Ayodele, Pierre-Emmanuel, je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus, et Eric ensuite, si tu veux prendre la parole. Sur les mineurs non accompagnés, moi je vais plus parler sur le volet sanitaire. Aujourd'hui, il y a une difficulté sur la prise en charge parce que pour beaucoup, ils sont mineurs et en fait, la réduction des risques s'applique à des personnes majeures. Donc, il y a cette difficulté-là qui se rajoute à cette problématique. Et on essaye à travers donc, des CJC, donc, dans les CARU, de les accompagner aussi au possible parce que du coup, c'est des sujets de toxicomanie et c'est plutôt des cocktails médicamenteux, d'alcool. Je pense que Pierre-Yvain pourra parler de tout ce qui est l'accompagnement social, mais effectivement, sur ces publics-là, on est très, très mal outillés. Pour revenir aux futurs dispositifs qu'on pourrait avoir effectivement sur Paris ou à proximité à Saint-Denis ou Saint-Ouen, effectivement aujourd'hui c'est un ensemble de dispositifs qui sont nécessaires. C'est à la fois des salles de consommation, c'est à la fois des salles de repos, c'est à la fois aussi tout ce qui est autour de l'hébergement, des CARU, de Texapa, et c'est en travaillant sur tous ces sujets effectivement qu'on trouvera des solutions pour mieux accompagner ces publics, pour faire en sorte qu'ils puissent du coup recréer un lien social et du coup sortir de cette addiction, même si c'est très compliqué. Et je pense aussi que ce qui a été dit aussi, je crois par Éric Labbé, c'est de travailler aussi beaucoup plus aussi en amont avec les riverains sur ces différents sujets. Je pense qu'il y a aussi un lien à créer à la fois entre les riverains qui sont aussi victimes, comme les usagers de drogue, de ce partage de l'espace public pour mieux se comprendre et puis aussi travailler à cette solution. Et je pense aussi, comme disait Pierre-Yvain, que l'effort doit être collectif. C'est vrai que très souvent, donc on parle du Nord-Est, on parle de la salle de consommation, on pose la question et nous, on a ouvert un CARU de fin d'année où on a eu une espèce de polémique parce que dans le Parisien, il était écrit que c'était une salle de consommation. Donc, c'est parti vraiment aussi voilà, dans un espèce de buzz sur Twitter où on nous accusait de mentir aux riverains. Donc, je pense aussi qu'à défaut de pouvoir dire aujourd'hui ou demain qu'on va ouvrir des salles de consommation dans nos arrondissements à Saint-Ouen, Saint-Denis, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir visualiser, de pouvoir se dire que demain, potentiellement, on pourra avoir des salles de conso à tel endroit, même si en termes de temporalité, on ne sera pas exactement sur les mêmes temporalités. Et je pense que ça permettra de rassurer aussi les riverains, parce qu'effectivement, nous, on a eu l'épisode de la colline, et c'est quand même du coup un épisode qui n'est pas très lointain. Et c'est vrai que du côté de la Porte de la Chapelle, vous avez des riverains qui comprennent qu'effectivement, il y a un sujet et que les usagers de drogue doivent être accompagnés. Et puis après, vous avez aussi ceux qui ont vécu la colline et qui se posent la question de pourquoi est-ce que ce sont toujours les mêmes arrondissements qui sont du coup sollicités sur ces sujets. Donc, on fait, comme l'a dit Léa, on fait vraiment avec les moyens qu'on a actuellement, mais effectivement, il faudrait plus de moyens, il faudrait peut-être aussi plus en parler publiquement aussi. Et aujourd'hui, à ma connaissance, il doit y avoir des discussions avec l'État, avec la région, mais en tout cas, moi, enfin, en tout cas, depuis l'élection de cet été, on n'a pas été associé à ces échanges-là. Donc, ça pourrait être aussi un début de solution. Alors,
Pour compléter juste sur les MNA rapidement. Donc attention déjà, effectivement, il y a beaucoup de confusion qui est faite. Les MNA, c'est mineurs non accompagnés. Donc c'est des migrants qui arrivent, des migrants mineurs qui arrivent sans parents. C'est une population très vaste, hein. Et dans cette population très vaste, il y a quelques dizaines à une centaine, mais sur plusieurs années, de mineurs qui viennent du Maroc et qui sont situés sur la Goutte d'Or. Donc attention, effectivement, parce que là, les MENA, c'est plein de populations différentes. Et là, il y a un problème particulier avec ces mineurs-là, qui sont effectivement vraiment plantés sur le quartier de la Goutte d'Or, en particulier dans Paris. Voilà, je préfère se dire les MENA posent problème. Les MENA, voilà, c'est plein de gens. Et là, on a un problème particulier avec une de ces populations, sur laquelle on travaille beaucoup dans le 18e. On a effectivement missionné une association. On va aussi retravailler là, le projet, justement, on va à un moment de retravail. Voilà, à un moment, on va passer à une nouvelle phase de ce projet sur les MENA. Avec EODL, justement, particulièrement, on travaille sur le volet sanitaire, parce que c'est un des volets essentiels de cette reprise en main du dossier un peu des MNA. Il n'y a pas que ce dossier-là, on a aussi l'éducation judiciaire qui va se poser aussi, le lien avec les services de l'État, avec l'ASE, la PJJ. Voilà, on est sur vraiment... c'est un dispositif qui est compliqué parce que vous avez affaire à une population, c'est comme un peu pour les personnes en addiction, mais là, décuplé sur plein de problématiques. Voilà. Et c'est des gamins qui ne réagissent, comment dire, à aucun dispositif classique. Ils ne veulent pas s'implanter en France. Je pense que ce n'est pas des MNA classiques qui veulent créer leur vie, trouver un métier ici. Ça ne les intéresse pas du tout. On est dans la polytoxicomanie. Moi, je te disais par rapport à ce que disait Léa sur l'alcool. Alors là, on en est l'alcool, les médicaments, les drogues dures. Plein de drogues, effectivement, sont utilisées. Les bonbonnes de gaz aussi. Hein, c'est malheureusement, on en trouve aussi beaucoup dans l'arrondissement. Donc voilà, on a affaire à un public très particulier. Avec ODL, justement, on va essayer d'améliorer notre approche sanitaire et pas que sanitaire de la question. Mais justement, je voulais dire aussi autre chose, c'est que par rapport aussi au 18e et au 10e, 19e, il y a aussi une question, à un moment, on le voit sur ce qu'on appelle les migeurs. Alors, les migeurs, ce sont les moitié mineurs, moitié majeurs qu'on a notamment, pour ceux qui connaissent le 18e sur Barbès, les clopeurs, comme on dit, les clopeurs qui sont à Barbès ou qui sont à Clignancourt. Là, on a affaire à une autre population encore de jeunes, entre guillemets. Et là, on sait que derrière, on vient de faire une enquête qui a été publiée la semaine dernière avec une association. Et derrière ces gamins-là, il y a des trafics. Et des trafics à l'échelle internationale. Et en fait, là, nous, on a un réel besoin, et c'est aussi une question qui est parallèle aux usagers, c'est comment aussi on lutte dans nos arrondissements contre les trafics, et contre le trafic de drogue en particulier. Donc là aussi, hein, c'est partie de nos missions, mais pas de nos missions municipales. Hein. Ce n'est pas la police municipale qui va aller chasser les trafiquants internationaux. Donc là aussi, nous, on a besoin de l'État sur cette question-là en particulier. Et puis enfin, Ayodele, moi elle a tout à fait raison sur l'éventail des dispositifs. Parce que là aussi, en discutant avec, honnêtement, voilà, moi je suis habitant du 18e, j'habite Château-Rouge. Ma première maraude qu'on m'a amenée, je suis allé à Éole avec l'UASA. Et moi, j'étais en mode habitant, en mode, écoutez, pourquoi tout le monde ne s'en va pas, quoi. Enfin, voilà, je sais pas, on envoie des gens et puis hop, tout ça, on avance, quoi. Et en fait, non. Parce qu'effectivement, les dispositifs qu'il faut avoir derrière, c'est-à-dire sur la lutte contre les addictions, mais sur l'hébergement et sur plein d'éléments, le fait de sortir une personne du crack et l'amener à ce qu'elle sorte du crack, c'est long, c'est compliqué. Pour tous les spécialistes de la question, c'est un truisme absolu. Hein. Mais moi, je dis en tant qu'habitant, je me dis, bon, voilà, sevrage, etc. Et puis hop, hop, hop. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et en fait, honnêtement, là, maintenant, en tant qu'élu, je vois, on m'explique beaucoup de choses. Et notamment, la question du Carul qu'on a ouvert à Binet m'a aussi beaucoup éclairé sur plein d'éléments. Et voilà, c'est que là aussi, il faut peut-être aussi, nous, en tant qu'élus, on va y travailler de plus en plus dans le mandat. Et c'est pour ça que cette réunion ce soir, elle est très bien aussi. C'est qu'on explique aussi les dispositifs qu'on met en place, la difficulté qu'on peut avoir à sortir des personnes des addictions, etc. Ça fait aussi partie de notre boulot d'élu, effectivement, d'avoir, outre d'apporter des solutions, d'expliquer ce qu'on a aussi comme solution à disposition et la nature du problème qu'on a en face de nous dans sa complexité. Merci Pierre-Yvain. Eric, vous vouliez ajouter un petit mot. Et ensuite, Elisabeth, sur notre question des relations avec la police. Moi, je voulais un peu revenir sur l'espèce de millefeuille de décisions politiques qui pose aussi un souci. En fait, la politique des drogues, elle est par construction à l'interface de la santé, du social et de la sécurité, de la lutte contre le trafic. Et ça, c'est déjà une particularité. C'est assez rare que les médecins et les policiers se retrouvent sur un même champ d'intervention. Ce n'est pas très naturel et ça pose des soucis. Après, on est sur une politique qui, par ailleurs, place au premier rang des rapports avec les habitants
des élus locaux, dont vous êtes ici, les élus d'arrondissement d'abord. Hein, quand les riverains pètent les plombs sur votre Twitter pour une fake news du Parisien, c'est tout de suite sur les élus du 18e ou les élus du 19e qui tapent. Moins sur les élus de la mairie centrale et encore moins sur l'État. À aucun moment, on a une fronde contre le ministère de la Santé parce qu'il y a un soupçon d'installation d'une nouvelle structure. Or, la hiérarchie du pouvoir réel en matière d'intervention sur ces questions-là, elle est inverse, évidemment. C'est le ministère de la Santé qui a vraiment la main. En dessous, c'est la préfecture de région. C'est la préfecture de région qui est le vrai opérateur qui va décider des programmes, mais qui est totalement invisible pour les riverains, pour les habitants et pour Twitter. Et ensuite, la préfecture, la mairie centrale et les mairies d'arrondissement. Ce qui fait qu'on a un truc qui est il y a des trucs très antinomiques. C'est-à-dire que moi, je me bagarre, je crois que c'est relativement de notoriété publique, avec la mairie du 19e et François Dagneau, que par ailleurs j'aime beaucoup, mais dont j'estime qu'il est un frein actuellement sur l'implantation de nouvelles structures, je le dis assez clairement, parce que c'est lui qui va se prendre dans la gueule les frondes des habitants dès qu'il y aura un lieu de défini pour créer le moindre lieu d'accueil. Et alors, une salle de consommation, alors là, n'en parlons pas. C'est lui qui va se le prendre. Pourtant, ce n'est pas lui qui va être décisionnaire. Lui, il ne peut être qu'un frein. Et on monte comme ça les étages. À la mairie, on sent qu'il y a une vraie volonté, je le sens, qu'il y a une vraie volonté à la mairie centrale, mais qui est un peu embêtée par ça. Et puis à côté de ça, on a la préfecture qui nous fait une sortie de préfet, Didier Lallemand et le procureur Rémillette, qui nous font une sortie un peu tombée de nulle part sur on ne va pas faire de salle de consommation, non. Comme si c'était leur rôle de parler de ça. Enfin, je veux dire, c'est des structures de santé, mais ils ont pesé de tout leur poids de préfet, machin, on est obligé de travailler avec eux. Et ils arrivent et ils disent ça dans une conférence de presse, et puis voilà, c'est fini. Quand on remonte, en fait, à la Mildeca, donc l'institution interministérielle qui drive les questions de drogue, ils sont tout à fait favorables à la création de nouvelles structures, et notamment à de nouvelles salles de consommation. Et je crois que même au niveau du ministère de la Santé, les choses sont assez claires. Il n'y a pas de frein au niveau du ministère de la Santé. Donc, on a un peu des croisements comme ça, et c'est ça qui rend cette politique aussi très compliquée, parce qu'il y a des croisements de pouvoir qui sont infiniment complexes. Je suis d'accord avec Eric. Enfin, il y a aussi la question de l'échelle. Hein. Je pense que ni l'État, ni la région, ni les collectivités locales ont pris vraiment la mesure de l'ampleur du phénomène et des moyens qu'il fallait mettre en regard. Et je donne toujours l'exemple de la Catalogne parce que au milieu des années 90, la Catalogne, tous les pays européens sont confrontés aux mêmes problématiques que nous. Hein. On n'est pas, parce qu'on nous dit toujours oui, mais en France, c'est pas pareil. Oui, mais en France, c'est pas pareil. Ben oui, en France, c'est pareil. Et on a vu ça dans tous les pays, quoi. Ils se sont dit, bah voilà, ils se sont tous mis effectivement, c'est une région, mais ils se sont tous mis d'accord, les partis politiques, en disant que ce n'était pas une question politique et qu'ils allaient faire une stratégie sur 20 ans. Et en 20 ans, ils ont fait 14 salles de consommation, ils ont fait des lieux d'hébergement, ils ont fait des lieux de soins. Ils n'ont pas fait tout ça en même temps parce que effectivement, ça représente beaucoup d'argent. Mais nous, moi, je pense que pour faire ce boulot-là depuis presque 30 ans, je pense que ce qui nous manque vraiment, c'est une stratégie à une échelle régionale. En 2009, quand on a présenté le projet pour les salles de consommation, on a présenté un projet où il y avait 5 salles de consommation. Et voilà, on a galéré pendant 7 ans pour en ouvrir une. En 2019, avec l'association Aurore, on s'est alliés pour créer un espace de repos et on espérait faire une salle de consommation alliée à cet espace de repos en face de la colline. Ça n'a pas pu se faire. Et là, il me semble que tout est assez bloqué. Donc, c'est vraiment une question d'échelle. Sur les postes, alors on dit, bon, il faut que ces gens fassent des cures, mais déjà, il y a très peu de lits pour faire des sevrages, c'est un peu compliqué. Et ensuite, on sait très bien qu'un sevrage, c'est 8 jours, 10 jours. Qu'est-ce que c'est 10 jours dans une vie quand on est consommateur de crack depuis des années? Donc, il faudrait pouvoir aller en post-cure. Il y a une post-cure
près de Cahors, qui s'occupe vraiment des problématiques de crack. Après, il y a d'autres lieux, mais qui est... Donc, on est quand même assez coincé. Dès qu'on présente, nous, quand on demande, on fait des demandes de post-cure, il y a des listes d'attente, il faut attendre, et les gens se désespèrent, retournent dans leurs addictions. Enfin, c'est pas si simple. Quand on présente un dossier de quelqu'un pour partir en post-cure, même pour une post-cure alcool, ah oui, alors il prend de la méthadone, ah oui, enfin, c'est toujours trop compliqué. Alors, si en plus il a quelques troubles psychologique, voire psychiatrique, c'est vraiment au niveau l'échelle, enfin le dispositif qui a est pas forcément adapté. Il ne faut peut-être pas faire plus, mais il faut faire différemment, puisque notre système, il est quand même basé sur les consommations les XAPA. Il s'occupe beaucoup des gens qui consomment des opiacés. Il y a beaucoup de prescriptions de traitements de substitution. On ne sait pas très bien faire avec les psychostimulants. Et le crack, c'est un psychostimulant. On dit oui, il faut qu'il voit un médecin. Le médecin, il peut être un petit peu démuni parce qu'il n'y a pas de traitement de substitution pour le crack. Il y a d'autres choses à mettre en place, mais ça prend un peu plus de temps. Il faut, enfin, c'est pas, je vais vous faire une prescription puis tout va aller mieux. Hein. C'est des prises en charge qui sont longues. Où on a besoin justement d'avoir une approche pluridisciplinaire, ce qu'on a, hein, mais on n'a pas forcément les lieux de post-cure pour éloigner les gens. Les gens demandent à être éloignés, mais c'est... Ensuite, quand il y a l'idée de créer des lieux de repos ou des lieux d'accueil médicalisés pour les plus vulnérables, il y a la question du bâti. Il faut trouver... personne ne veut ce genre de public dans son arrondissement. Donc, là, dans le plan CRAC, il y a eu... je crois qu'il y a toujours des recherches d'appartements pour faire des appartements thérapeutiques. On ne trouve pas. Il n'y a pas de bâti. On reste... Il y avait un projet d'hébergement de 25 places, il n'y a pas de bâti. Donc, on est quand même assez bloqué là-dessus. Les rapports des associations à la préfecture, enfin, je ne vais pas parler pour toutes les associations, mais pour connaître, on voit que depuis pas mal de mois, les choses se tendent et il y a de plus en plus de violences faites aux usagers. Faites aussi à nos équipes. Hein. Moi, j'ai un collègue qui s'est pris des coups de matraque au Jardin des Halles. C'est pas... Enfin, voilà, moi, j'ai vraiment clairement l'impression qu'on revient un peu... on isole les craqueurs, on parle, on dit c'est les craqueux, ils sont... c'est pas des bons toxicomanes. Les bons toxicomanes, ils vont à la salle, ils sont injecteurs, puis les mauvais toxicomanes, ils sont fumeurs de crack, et on les isole, on en fait une espèce de sous-population à part, et là, sur eux, on peut remettre en route la bonne vieille répression, c'est-à-dire injonction thérapeutique, interdiction de paraître et taper, quoi. Nous, on assiste à des scènes qui sont quand même graves, c'est-à-dire sur le boulevard Ney, ils passent, ils s'approchent des gens, ils envoient du gaz lacrymo. Enfin, il y a, je trouve, pour avoir travaillé pendant longtemps sur des antennes mobiles, donc avoir affaire à la police, j'ai commencé en 94, c'était comme ça. Après, il y a eu une nette amélioration où on pouvait vraiment discuter, les choses s'étaient améliorées. Et là, on retombe dans les mêmes travers, quoi, de répression et de violence qui ne font que pousser les gens dans la rue d'à côté et qui n'avancent à rien. Donc, quand on va vers les responsables de la préfecture, on nous dit oui, mais ce sont des quartiers de reconquête républicaine, on ne veut plus qu'il y ait d'usagers. Donc, il y a, les relations sont sur le 10e et la salle de consommation, les relations avec le commissariat du 10e sont plutôt bonnes. Hein. On peut se parler et discuter des difficultés et chercher des solutions. Mais sur tout ce qui est bassin de la Villette et Éole et boulevard Nord, les relations sont, je trouve, dégradées, quoi. Enfin,
c'est usage de violence et pousser les gens un petit peu plus loin, quoi. Oui, quelques mots pour compléter, parce que je crois qu'effectivement, on est assez raccord les uns et les autres à ce stade. Je voulais dire qu'en fait, on est dans une conjonction de, 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 de mauvaise, à la fois de mauvaise volonté, à la fois de... Parce qu'en fait, on n'est pas d'accord avec l'État sur la manière de faire. Et il y a un désaccord. Alors, moi, j'ai des nuances avec François Dagneau, c'est vrai aussi, mais en vrai, il veut arriver à la même chose que ce que nous, on voudrait arriver, c'est-à-dire à trouver le moyen de permettre que non seulement les riverains trouvent leur compte dans l'espace public dans lequel ils sont amenés à évoluer, et que les personnes qui sont en situation d'addiction, qui relèvent donc de soins, qui sont malades, puissent trouver des portes de sortie dignes et humaine. Donc, on peut avoir des nuances ensuite sur la manière dont on veut y arriver, mais en vrai, l'objectif est globalement très partagé. C'est valable, je pense aussi, avec la maire du 10e ou le maire du 18e. Honnêtement, nos nuances ne sont que c'est à la marge, quoi. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on voit bien qu'il y a une différence entre les moyens et la volonté politique. C'est-à-dire qu'on a décidé collectivement ensemble d'un plan crack qui débloque des moyens, qui débloque des ressources, qui débloque des démarches et auxquelles en fait on est confronté. On est confronté par l'intermédiaire de l'État qui ne vient pas respecter les cadres dans lesquels on a essayé de le mettre pour essayer de trouver des débouchés positifs, en tout cas tirant vers le haut cette situation. Alors effectivement, avec des conférences de presse unilatérales où il décrète qu'il n'y aura pas d'autres salles de consommation de risque sur le territoire parisien, alors qu'en vrai, personne ne s'est engagé à ça. Avec des difficultés pour trouver des lieux qui nous permettent de pouvoir mettre en place vraiment ce sur quoi on s'est engagé d'un point de vue de la mise à l'abri pérenne, donc avec des appartements thérapeutiques avec des dispositifs adaptés. Et puis, on est aussi confronté, pardon de le rappeler quand même, hein, parce que alors la colline, c'était pas top, hein, évidemment, c'était le cauchemar ambulant, mais enfin, d'avoir mis le coup de pied dans la colline sans chercher à régler le moindre problème, à essayer de venir tirer des gens à qui on aurait pu proposer des solutions, parce que la colline était pas terrible, mais au moins ça permettait aux associations et aux services sociaux de pouvoir avoir un lieu où on pouvait savoir qu'ils étaient là. Et donc, ça nous permettait quand même, l'air de rien, d'en extirper quelques-uns, un par un. C'était long, c'était fastidieux, c'était plein d'échecs parfois, c'était pas simple, mais ça nous permettait quand même d'avoir un lieu où on savait qu'on pouvait les retrouver et où ça menait quand même là, le fait de les avoir éparpillés sur le territoire du nord-est parisien nous a non seulement fait perdre tous les fils qu'on pouvait avoir constitués avec une partie de ces publics, mais en plus tout le peu de confiance dans l'institution qu'on avait essayé d'instaurer. Parce qu'il y a aussi cette difficulté-là dans laquelle on se retrouve. C'est-à-dire qu'en vrai, la ville de Paris, et j'en veux à personne d'avoir parfois cette vision-là, et pas comment dire, je demande pas aux usagers de drogue de faire la distinction entre savoir si c'est des agents de la ville, des agents de la police ou des agents de l'État d'une manière ou d'une autre qui viennent faire le ménage. Ils s'en foutent, eux, ils font pas la distinction, et pour eux l'institution c'est l'institution, et quand elle vient plutôt faire le ménage plutôt que d'essayer d'aller vers la prévention des risques comme on s'en parle depuis tout à l'heure, je comprends que la confiance elle soit rompue et qu'elle soit très difficile, y compris pour nos propres équipes, de reconstruire. Et puis je voulais parler aussi un peu parce que le mot acceptation des riverains a été écrit un peu dans le chat. Honnêtement, alors là, je parle surtout sur la partie 19e, encore une fois, que je connais un peu mieux, et Éric Labbé pourra en parler encore mieux que moi. En vrai, les riverains, ils sont fatigués, en fait, ils sont usés par la situation et par le fait que les pouvoirs publics dans leur ensemble, et là non plus, j'en veux à personne de ne pas faire la distinction entre les uns et les autres, ne trouvent pas de solution pour ces personnes.
ils sont pas exaspérés, à part les quelques-uns, et c'est vrai, tu as raison de le dire, Eric, hein, on est très harcelés, il faut aussi utiliser ce terme, hein, sur les réseaux sociaux, mais en fait, c'est une petite frange, c'est toujours les mêmes, en vrai, c'est la majorité des riverains, en tout cas moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens, ils sont surtout désespérés de voir des gens dans cet état-là, dans ces situations-là, et ils nous en veulent, toute institution confondue, de ne pas trouver de solution à cette situation. Ils n'en veulent pas aux toxicomanes, ils n'en veulent pas aux associations, ils en veulent au fait que nous ne sachions pas nous mettre d'accord pour enfin mettre en place la volonté politique que nous avons pour permettre de sortir ces personnes de ces situations, ou au moins de les mettre à l'abri et de leur permettre de trouver des débouchés qui évitent l'utilisation de l'espace public comme lieu de consommation. Voilà, c'est ça dont les riverains nous en veulent. Et honnêtement, je ne peux que les... Voilà, moi aussi, je désespère de tout ça. Voilà. Et j'ai pas de solution miracle à donner, encore une fois, mais je crois que en tout cas, j'ai plutôt confiance dans l'intelligence collective, et notamment de celles et ceux qui habitent au quotidien auprès de ces personnes, pour que tout ça ne tourne pas au vinaigre complètement, heureusement, et j'ai suffisamment de carapace dans mon parcours politique pour ne pas faire attention aux 30 mêmes bip qui nous insultent en permanence sur les réseaux sociaux, parce que en vrai, c'est pas eux qui représentent la grande majorité des riverains de ces secteurs, qui sont bien plus intelligents que ça. Eric, tu veux peut-être rebondir là-dessus, et au passage, est-ce que, donc comme j'imagine que tu suis l'Observatoire citoyen du 19e, est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? L'Observatoire, pour l'instant, c'est vraiment, on a lancé les opérations, ça a été un peu bazar, mais c'est normal parce que c'était un peu un lieu justement d'expression collective, un peu bordélique au tout début. Là, on va partir en groupe de travail, donc j'espère que ça va... je crois qu'il y avait une réunion ce soir, je ne suis pas sur le groupe que j'avais choisi, mais je crois que j'ai une réunion demain. Par contre, il y en avait une ce soir, oui. Ouais, c'est ça. Et donc, non, par contre, sur les habitants et l'implication des habitants et la perception du regard des habitants par les politiques, c'est hyper important. En fait, je pense que si vous voulez avoir une vraie perception de ce que les gens des quartiers concernés ont sur la toxicomanie, il faut juste couper Twitter. C'est aujourd'hui un biais de désinformation ultra violente, très organisée, qui est le fait de quelques personnes qui se auto-relaient, c'est-à-dire que 10 personnes qui se retweetent systématiquement, de manière organisée, ça fait l'impression de 100 personnes. Et sur ces thématiques-là, en ce moment, c'est ça. Donc, sur la salle de consommation, c'est flagrant. C'est-à-dire que moi, je connais des gens qui sont en face de la salle de consommation, qui vivent très bien avec l'équipe de la salle de consommation, des gens qui ont des enfants, ils les connaissent, les gens. Donc, il ne faut vraiment pas regarder Twitter par pitié, ou faut essayer d'en tenir le moins compte possible. C'est vraiment ça. Moi, dans mon quartier, la part de gens qui sont à même... Moi, les salles de consommation, je défendais ça en 2003. En 2003, on était certes peu nombreux à défendre ça parmi les habitants des quartiers concernés. Je défendais une implantation dans le quartier de Stalingrad. Aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux à comprendre que les vraies solutions passent par des lieux d'accueil. Beaucoup plus nombreux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la majorité, si on faisait vraiment un sondage dans les quartiers concernés, les gens seraient favorables à plus de lieux. Et je voudrais redire ce que je dis souvent, c'est que quelqu'un qui n'a plus un injecteur dans sa cage d'escalier en sortant de chez lui, il ne fait pas une photo en disant « Oh tiens, je n'ai pas d'injecteur aujourd'hui dans ma cage d'escalier ». Alors que quelqu'un qui va croiser une personne qui injecte va le faire. Donc ça fait un biais fondamental, parce qu'il y a autour de la salle de consommation, du côté de Barbès et du côté du 10e, de nombreux immeubles dans lesquels il n'y a plus personne qui injecte. Mais sauf que ça ne se voit pas sur Twitter. On ne voit pas sur Twitter des lieux où les gens ne s'injectent plus. Voilà. Merci Eric. On a eu plusieurs petites questions techniques sur la salle de consommation. Elisabeth Avril, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelques éléments sur le fonctionnement concret, parce qu'il y avait des questions sur savoir s'il y avait des médecins ou pas, etc.
Voilà, la salle, elle dépend du CARUT, donc c'est un établissement médico-social. Elle est financée par l'assurance maladie, comme les ESAT, les EHPAD. Il y a pas, c'est un fonctionnement, enfin, c'est un financement qui est de l'assurance maladie et notre tutelle, c'est l'Agence régionale de santé. On a un médecin à plein temps à la salle et un temps partagé de psychiatre avec l'hôpital Fernand Vidal, qui est un hôpital de référence en addictologie. Donc, la salle, elle fonctionne bien. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que depuis le Covid, on a pu, avec les autres associations qui œuvrent dans ce champ-là à Paris, mettre 400, je crois qu'on est à 480 personnes à l'abri à l'hôtel. Et on voit franchement la différence puisque on a réouvert la salle de consommation le matin. On l'avait ouvert puis fermé pendant le Covid, puis réouvert en novembre 2020. Et le matin, on a du monde, mais on a beaucoup moins de monde que ça n'était avant Covid. Donc, les gens étant hébergés, c'est vrai qu'ils sortent parce qu'on disait, oui, les gens sont hébergés et puis il y a toujours autant de gens à Stalingrad qui fument du crack. Donc, on peut être hébergé, sortir, acheter du crack, fumer du crack et rentrer dans son hébergement. Néanmoins, nous, on voit la différence le matin, c'est qu'il y a moins de monde à la salle de consommation le matin. Et on voit les gens qui vont globalement beaucoup mieux. Globalement, beaucoup mieux. On a vraiment des gens qui ont entamé des démarches sociales hein, de tout type, qui ont pu, pour, je crois, une bonne vingtaine, avoir des relais vers d'autres hébergements plus pérennes. Sur le plan médical, ils sont aussi mieux suivis, mieux accompagnés. Reste la question de la psychiatrie, qui est une vraie question, hein, mais ça prend du temps aussi. Hein, comme disait une collègue de Fernand Vidal au comité de voisinage, on n'enferme plus les gens à vie. Hein, donc les gens, même s'ils font des hospitalisations, à un moment, ils sortent de ces hospitalisations et c'est là où tout se joue. Quand ils n'ont pas d'hébergement, ben, ils retournent vers les quartiers qu'ils connaissent. Quand on peut justement mettre en place, les orienter vers un chez-soi d'abord, on a eu de bons résultats. Ce n'est pas toujours facile, hein, mais on a gardé des liens avec les personnes qui maintenant sont revenues vers les soins, c'est-à-dire qu'ils peuvent bénéficier d'un traitement hein, psychiatrique et addictologique. Donc, ça avance pour pas mal de gens, en tout cas sur la file active de la salle. Il y aurait plus à faire, mais je pense que c'est un bon modèle. Alors, le modèle des hôtels a ses limites. Hein. En un an, on a déploré, je crois qu'on a eu 14 décès parmi les personnes qui étaient hébergées. Donc, des gens qui ont eu pour diverses raisons, hein. Mais on voit bien que c'est des gens qui soit étaient très fragiles, soit étaient déjà au bout du rouleau. Hein. La rue, ça use beaucoup et quand on est mis à l'abri, il y a des choses qui ressortent, des pathologies qui ressortent. Et on va les voir à l'hôtel, hein. On suit, on ne les a pas mis dans des hôtels, puis après, plus rien ne se passe. Donc, il y a une équipe qui va quasiment tous les jours dans les hôtels voir ces personnes. Donc, enfin, ça me fait penser un petit peu à la salle de Copenhague où il y a aussi une très grande salle et au-dessus, il y a des hébergements qui permettent justement des hébergements inconditionnels, des hébergements avec des conditions sur certains projets. Enfin, c'est assez varié en fait comme prise en charge. Parce qu'il y a des gens, c'est juste un lit pour se reposer, d'où l'idée des espaces de repos. Hein. Se poser et dormir quand on arrive, même si c'est en journée. Puis après, quand il y a un projet qui émerge, ça peut être des hébergements avec d'autres conditions, enfin plus conditionnelles. Donc tout ça, ça serait intéressant. Les types pensions de famille, mais pour usage, enfin ça, c'est le problème des hôtels, c'est que souvent les gens
on a mis là les gens les plus en difficulté. Donc, on déplore des décès et en même temps, ce n'est pas si étonnant que ça, enfin, malheureusement, puisque si on met 30 personnes qui cumulent les mêmes difficultés et des difficultés extrêmement graves, il y a ces drames qui arrivent, quoi. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas forcément le type d'hébergement idéal. C'était très, très bien et c'est ce qu'on appelait aussi un peu de nos voeux. Quand on a commencé le plan CRAC, il y avait 60 places d'hébergement du dispositif Açor. Au bout d'un an, il y avait toujours 60 plus 20. Et là, tout d'un coup, on est passé à 480 places. Donc, on voit qu'on a un meilleur impact. Mais si effectivement, on pouvait imaginer des lieux plus adaptés, ça serait, et qu'on trouvait le bâti, hein, puisqu'il y a des projets pas que dans les tiroirs, il y a des projets qui ont été écrits pour faire des unités d'hébergement pour ces publics à difficultés spécifiques. Et malheureusement, il n'y a pas de bâti, quoi, pour l'instant. Merci Elisabeth pour cet éclairage. Je vais laisser la parole à Jean-Baptiste. Tu voulais dire un mot, je crois. Peut-être présente-toi en introduction. Je suis psychologue clinicien, psychothérapeute. J'ai travaillé au début des années 2000 dans la réduction des risques en Seine-Saint-Denis, en particulier sur Pantin, Bondy, Clichy-sous-Bois, Montfermeil. Donc j'ai un peu connu le réseau sur ces questions-là. Je voulais faire peut-être une petite remarque, puisqu'aujourd'hui je travaille encore sur le secteur 12 de Villévrard, c'est-à-dire Bagnolet, les Lilas et le Pré Saint-Gervais. Et j'entendais les questions qui étaient posées autour de la psychiatrie. Et pour terminer, je travaille en cabinet juste derrière la gare du Nord, dans le 10e arrondissement, rue de Belzins. Et donc, par rapport à la question de la psychiatrie, il me semblait peut-être intéressant de rappeler qu'historiquement, il y a eu aussi quand même un clivage qui s'est passé dans les années 90 au niveau de la prise en charge des usagers de drogue autour de la question de la substitution pour les usagers de drogue, héroïnomanes en particulier. Et c'est une des choses qui explique aussi les séparations qui se sont faites entre des médecins et des médecins psychiatres qui ont pris parti pour la substitution et d'autres qui étaient radicalement opposés à cette approche-là. Et on a bien vu dans la prise en charge au niveau des ancêtres des XAPA qui étaient les CSST, des équipes spécialisées autour de la prise en charge des usagers de drogue et dont les psychiatres ne voulaient pas entendre parler. Je pense que ce sont des choses, alors peut-être que Elisabeth Avril et d'autres pourraient en dire plus aujourd'hui, mais il me semble que ce sont des choses qui sont en train de se rabibocher avec le temps, qu'aujourd'hui, il y a une dynamique et une logique de travail en réseau qui, de ce point de vue-là, tend à des rapprochements avec la psychiatrie, avec une autre problématique qui était soulevée aussi, qui est effectivement la question de la prise en charge de la précarité, qui, au niveau de la psychiatrie, pose aussi d'énormes problèmes depuis très longtemps, même s'il y a des services spécifiques qu'on puisse mettre en place ici et là sur ces questions-là, avec la logique notamment de sectorisation, etc. Ce sont des choses qui sont toujours très compliquées et qui, à mon avis, demandent à inventer des nouveaux types d'approches et de travail en commun. J'ai cru voir passer ça dans le fil de discussion et je terminerai là-dessus. Moi, je pense qu'une des difficultés dans nos représentations, même si je pense que ça évolue, mais c'est très lent, c'est d'avoir une logique du côté des pouvoirs publics d'attente de spécialistes. On identifie un problème et donc il faut qu'il y ait un spécialiste qui réponde à ce problème-là et tout un tas de structures se mettent en place avec cette logique-là. Et on voit bien que dans toutes ces difficultés, comme ça a été dit déjà par les différentes personnes qui sont intervenues,
entre les problématiques sociales, les problématiques judiciaires, les problématiques psychiatriques, les problématiques médicales, etc. C'est tout un travail de concertation qui est à mettre en place et qui demande aussi, à mon sens, de changer nos logiciels et nos manières de penser les choses. Voilà. Et peut-être un dernier mot, parce que je n'en ai pas entendu parler. Je pense aussi que je voyais dans le fil comment communiquer autour de ces questions-là. Il me semble qu'il y a une chose dont on ne parle pas assez, c'est le rapport de l'ONU de 2010, si je me souviens bien. Il y avait eu en 2000, je crois, un plan au niveau mondial de guerre à la drogue. Et il y a eu 10 ans après le bilan de la guerre qui a été fait. Et ils se sont rendus compte que la politique d'essayer de dépenser des sommes considérables pour éradiquer les lieux de production de drogue, etc., n'avait eu aucun effet sur la consommation, le nombre de gens qui consommaient dans le monde, les trafics, la circulation des produits, etc. Quand on sait les quantités d'argent que ça représente, pour par exemple aller détruire un champ de coca en Colombie ou dans je ne sais quel autre pays d'Amérique du Sud, si cet argent-là était mis dans l'ouverture de structures d'accueil, dans des plans de prévention massifs au niveau des populations générales dans les pays, voilà, il y aurait sans doute de quoi faire. Peut-être une dernière question pour tous les quatre, un peu de perspective. Quelle serait un peu la politique idéale, en 2 mots, que vous imagineriez si vous aviez des moyens illimités? Enfin, déjà, la guerre à la drogue, elle dure depuis beaucoup plus. Elle a commencé dans les années 60 et effectivement, l'ONU en 98 avait dit qu'en 10 ans, ils éradiqueraient le problème de la drogue. Et là, récemment, l'ONU d'ici revient un petit peu là-dessus et accepte de voir les choses avec une perspective un peu plus réduction des risques et on va dire revoit à la baisse leur objectif d'éradiquer toutes les consommations de drogue de par le monde. C'est vrai que je pense que bon, c'est mon avis de personnel de clinicienne que c'est compliqué de demander à des gens de se comporter comme des citoyens quand ils, dès le départ, par leur usage personnel, ils sont considérés comme des criminels. Donc déjà, revoir la loi, dépénaliser l'usage au moins de drogue, ça serait un pas qui serait intéressant. Et puis, pouvoir avoir un débat en France sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'on fait de cette question-là et est-ce qu'on reste dans un système totalement prohibitionniste ou pas? Enfin, je ne vais pas apporter de réponse à ça, mais en tout cas, pour les personnes qui consomment des drogues, qu'elles ne soient plus considérées comme des criminels, je trouve que ça serait intéressant puisqu'on pourrait déjà, dès le début de leur consommation, travailler différemment avec elles. Hein. Moi, quand je vois des patients qui ont 45 ans et qu'on fait 49, qui ont eu dans leur vie 49 incarcérations et qui continuent à être exactement comme ils étaient, voire avec plus de dommages, puisque ces 49 incarcérations et cette vie erratique laissent des traces. Je me pose vraiment la question de l'intérêt de cette loi à bien des égards. Et donc déjà, ça serait un énorme point. Et ensuite, si on pouvait travailler au niveau de la région avec tous les politiques qui seraient intéressés à la question pour avoir une stratégie plus régionale parce que voilà, pour les élus ou pour les institutions comme l'ARS, ben, on est financé pour Paris, on est financé pour le 93, mais les usagers, quels qu'ils soient, hein, pas seulement les consommateurs de drogue, ils disposent d'un réseau ferroviaire assez impressionnant en Île-de-France et ils vont et viennent. Et on s'en est rendu compte quand on a ouvert la salle de consommation, puisqu'on était un peu
voilà, une des seules structures ouvertes 7 jours sur 7 sur des horaires assez larges. Et on s'est retrouvé avec des passages très impressionnants de personnes. On avait 500 passages par jour qui venaient chercher du matériel. Ils venaient d'ici les Moulineaux, ils venaient de l'Essonne, ils venaient. Donc, je pense que réfléchir d'un point de vue régional, c'est indispensable, et réfléchir à une stratégie qui verrait un peu sur les 20 prochaines années, voilà, essayer d'un peu anticiper et avoir une stratégie régionale, ça me semble vraiment indispensable, quelles que soient les structures qu'on décide de mettre en place. Si c'est des espaces de repos, des lieux d'hébergement, des salles de consommation, des lieux de soins, des lits hospitaliers pour faire des sevrages, mais avoir une perspective un peu longue, parce que là, on est toujours un peu dans des perspectives à moyen court terme, quoi. Merci Elisabeth. Léa, Yodélé, Eric. Moi, je vais continuer sur le cadre légal, parce qu'effectivement, c'est cette contrainte énorme qui est particulière au champ de la toxicomanie, et sans aller jusqu'au champ de coca dont parlait Jean-Baptiste. Moi, j'ai l'impression que c'est eux qui en sont les premiers conscients. L'argent dépensé dans le jeu de chat et de la souris mené par la police sur le champ de la toxicomanie et de la consommation de drogue, parce que là, on est sur des communautés qui sont réduites, les communautés de consommateurs de drogue dure non insérées du centre de Paris. Il y en a, c'est 10 000, 15 000. Mais l'argent qui est dépensé à courir après les fumeurs de cannabis et les réseaux de vendeurs de cannabis en France est absolument 100 fois suffisant pour ouvrir toutes les structures qu'on voudrait faire. Et ce qui est dingue, c'est que le cadre légal est en train de possiblement bouger dans le premier pays qui a souhaité la guerre à la drogue, qui est les États-Unis. On parle d'une légalisation fédérale pour le cannabis, y compris récréatif. Et ici, on a toujours un ministre qui parle de la drogue comme soit de la merde, soit la mort. Voilà, c'est à peu près le niveau d'analyse maximum de Gérald Darmanin sur ces questions-là. Et moi, je voudrais redire un truc, parce que ça, c'est une vraie question qui se posera de manière très concrète, c'est qu'on peut faire des salles de consommation, on peut faire des lieux d'accueil, des lieux d'hébergement. Restera la question du deal. Aujourd'hui, dans la rue, les problèmes, c'est la consommation et le deal. Tant qu'on n'aura pas réfléchi à la manière dont on organise le deal, on sera toujours, nous aussi, dans un truc de contrainte. En vrai, il y a des gens qui ont fait ça. Moi, j'ai discuté avec un pasteur de Rotterdam qui avait fait ça dans les années 90. Il avait installé une salle de consommation dans les sous-bassements de son église, et avec les usagers qui fréquentaient l'église et la salle de consommation, ils avaient choisi 2 dealers pour la qualité de leurs produits et la probité des personnes. Donc, il y a un moment où il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, si on se pose la question d'encadrer la consommation, il faudra aussi se poser la question d'encadrer le deal. Voilà. Bon, je laisserai à Yodélé le mot de la fin, mais moi, je ne vais pas être très longue parce qu'en fait, Elisabeth et Eric ont dit, je crois, vraiment clairement tout ce que moi, j'ai au plus profond de moi, donc je m'y reconnais à 100%. Et l'élu local que je suis, au-delà des convictions personnelles et politiques que j'ai, ne se contente pas juste de regretter, mais continuera, et je continue d'agir, je continue de proposer, je continue de porter, je continue d'essayer de convaincre, et je continue avec les moyens que j'ai, encore une fois. Sur un sujet qui n'est pas complètement le mien directement d'un point de vue de mes compétences municipales, mais je continuerai à essayer de convaincre, parce que je crois qu'effectivement, sur la question du long terme, c'est le seul chemin que nous ayons pour essayer à la fois d'améliorer le quotidien de chacun et à la fois d'améliorer la situation sanitaire et sociale de celles et ceux qui sont concernés. Yodélé, on te laisse le mot de la fin. Je ne vais pas être très très longue, moi non plus.
Non, mais je rejoins tout ce qui a été dit et je pense que voilà, si on en parle aussi ce soir, c'est parce qu'on est dans cette réflexion et qu'on a envie que les choses elles évoluent, que le sujet avance et qu'on travaille mieux tous ensemble. Donc, je pense qu'après, nous, moi aussi, en tant qu'élue, en tant qu'habitante aussi du 18e et pas très loin enfin, et après avoir aussi pas mal côtoyé le 19e, parce que je suis une athlète et j'allais beaucoup à Porte-de-Pantin, on a à cœur voilà, que les choses évoluent et on fera en sorte que ça bouge à notre niveau, bien sûr, mais aussi pour porter ces messages. Et je voulais aussi, du coup, vous remercier pour cette réunion parce que ça permet, effectivement, comme disait Éric Labbé, de sortir un peu des différents tweets qu'on peut voir assez négatifs et d'avoir des échanges plus constructifs. Et moi, je trouve que c'est en tout cas, que c'était hyper intéressant d'échanger ce soir sur à la fois le dispositif, sur les difficultés que l'on peut avoir, sur les volontés qu'on a aussi, nous, à l'échelle municipale et sur ce qu'il faudrait développer plus à l'échelle régionale, à l'échelle de la métropole également. Et je pense que effectivement, c'est en co-construisant ensemble et en ayant une vision long terme qu'on arrivera justement à avancer sur ces sujets, parce que c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire que le fait d'être sur du court terme, chacun essaye enfin chacun fait avec ses responsabilités et ça rend, on va dire, les choses peut-être plus compliquées que si on se donnait des horizons plus longs avec du coup cette même envie d'avancer à la fois pour ces personnes, pour leur apporter des solutions sur le volet sanitaire, sur le volet social, et puis travailler avec les riverains aussi pour faire en sorte que cette cohabitation se passe le mieux possible. Donc, en tout cas, il reste beaucoup à faire, mais je pense qu'autour de la table, on est plutôt tous dans la même, on a la même idée, la même volonté d'avancer sur ces sujets-là. Je voulais juste faire une petite annonce personnelle. J'ai pas perdu mon gant, mais c'est juste, si vous connaissez des infirmiers et des infirmières ou des médecins qui sont intéressés pour travailler dans une salle de consommation ou un centre de soins pour usagers de drogue, n'hésitez pas à les orienter vers moi, car nous sommes à la recherche de ces denrées rares. C'est pas que les infirmiers et les infirmières, ça nous manque beaucoup. Et avec la crise Covid, il y a des gens qui sont partis de Paris, qui sont partis de la région parisienne, qui sont allés voir ailleurs s'il fait meilleur. Donc, on est un peu en difficulté. Donc, si vous connaissez dans vos entourages, n'hésitez pas. Je vous remercie. Bon courage, Elisabeth, pour le recrutement. En tout cas, merci à toutes et à tous pour cette soirée. Merci à nos 4 intervenants. Et merci aussi à Pierre-Yvain et à Jean-Baptiste qui se sont un peu greffés, et chacun sur sujet, tant sur la psychiatrie que sur les hébergements d'urgence. Mais ça montre bien la richesse de ce sujet et ça mérite qu'on continue à en parler en tout cas. Donc merci, un grand merci à tous et on verra si on peut étendre le sujet sur un autre angle. Et merci d'être venus si nombreux aussi. Je vous souhaite une très bonne soirée et à tous à très bientôt.